Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors comment cohabitez-vous avec votre ventre? Je vous pose la question parce que nous sommes très nombreux à souffrir d'un système digestif capricieux et hypersensible. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si notre intestin est considéré comme notre deuxième cerveau. Et on en parle justement sur le plateau de La Santé d'abord. Vous souffrez régulièrement de ballonnements de gaz, de troubles du transit, d'éructation. Les examens médicaux n'ont révélé aucune pathologie, mais votre intestin aime se faire entendre, et parfois dans tous les sens du terme, avec des conséquences souvent sur notre morale, mais pas que. Vous allez être surpris par tous les dommages collatéraux que peuvent créer ces dysfonctionnements en dehors de la sphère digestive. Christian Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de revenir nous voir. Vous êtes nutritionniste de formation, vous êtes également docteur en biologie de la santé, physiologie humaine, expert en micronutrition et en santé digestive. Et vous exercez à Clermont-Ferrand. Sabrina Marnet-Letellier, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous exercez en région lyonnaise et vous êtes nutrithérapeute et micronutritionniste, également spécialisée dans les troubles digestifs chronique. Voilà, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Donc, à défaut d'être poétique dans cette émission, nous allons faire vraiment une émission d'utilité publique parce que nous sommes très nombreux à souffrir de troubles digestifs. C'est à peu près un Français sur deux et c'est un sujet auquel nous avions accordé déjà beaucoup d'importance parce que l'expression « comment allez-vous » signifie en réalité « comment allez-vous à la selle ?» Donc c'est vrai qu'inspecter la couleur des selles, leur odeur, leur consistance, à l'époque, était une façon de savoir si la personne est en bonne santé. Justement, comment les Français parlent-ils aujourd'hui de leur intimité intestinale? C'est un reportage de Damien Tesmier. Alors personnellement, moi, je souffre pas de troubles digestifs, mais j'ai eu des entourages familiales et amicaux qui ont souffert de troubles digestifs et qui ont pris des médicaments en adéquation avec ce trouble. J'ai mon meilleur ami qui est concerné, donc je suis plutôt sensible. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup étudié le sujet. Je n'ai pas d'aliments que je ne tolère pas. Je dirais éventuellement l'alcool de temps en temps, après une soirée un peu trop arrosée, mais non, sinon tout va bien. Est-ce que j'ai du mal? Alors oui, j'ai du mal à tolérer certains aliments. Par exemple, les poivrons, les oignons, je les digère pas bien. À des moments, ça me pèse et après, j'ai des sortes d'acidité. Alors personnellement, moi, je tolère moins bien des légumes tels que l'aubergine. Et c'est personnel après. J'étais intolérant au lactose, mais c'était il y a bien longtemps. Ça touche plutôt les jeunes, de ma connaissance. Oui, je suis à l'aise de parler de ce sujet. Je pense que c'est important d'en parler parce que je pense que c'est trop tabou dans notre société et je pense qu'il faut en fait mettre des mots, il faut dire les choses et que ça nous pèse en fait. Et que la nourriture, c'est ce qui est un peu notre essence dans la vie. Personnellement, je ne pense pas que les femmes soient plus soumises entre guillemets que les hommes sur les troubles digestifs. Non. Non, moi je ne suis pas tout à fait sûre quand même. Je pense que les femmes ont quand même plus de risques d'avoir des troubles digestifs que les hommes et on verra tout à l'heure pourquoi. Nos hormones, malheureusement, qui sont à mettre en cause. Alors, je le disais, 50% des Français à peu près souffrent aujourd'hui de troubles intestinaux. Heureusement, dans la majorité des cas, ces troubles ne révèlent aucune pathologie grave, mais il y a des signes quand même qui doivent être pris au sérieux et conduire à une consultation chez un gastro-entérologue pour éliminer une pathologie sous-jacente. Sabrina. Oui. Tout à fait. Tout ce qui dure. C'est-à-dire qu'une diarrhée qui va s'étaler au-delà de 3-4 jours, une constipation qui dure au-delà de 15 jours, 3 semaines, voire plus, des vomissements qui vont, pareil, durer plusieurs jours, doivent amener les gens à consulter leur médecin, tout comme des douleurs de ventre inattendues, anormales, ouais. Du sang dans les selles ou du mucus dans les selles, doivent vraiment conduire au médecin. Oui, c'est ça, aller rechercher une éventuelle maladie inflammatoire chronique intestinale, comme une maladie cœliaque, un Crohn, une rectocolite hémorragique, des ulcères,
des cancers aussi, des calculs biliaires, et puis éliminer des parasites, on n'y pense pas. Mais et éliminer des parasites, c'est vrai. Beaucoup de poissons crus aujourd'hui en France. Oui, parce qu'il n'y a pas que dans les produits, il n'y a pas que dans les pays étrangers où on peut attraper des parasites. Contrairement aux idées reçues, on en a aussi dans notre cuisine. Bon, alors une fois qu'on a éliminé une pathologie organique sous-jacente par des examens médicaux, vous allez pouvoir prendre en charge ces patients qui se plaignent de troubles digestifs, mais pour lesquels la médecine traditionnelle n'a pas vraiment de solution à leur proposer. Alors en premier lieu, quels sont les symptômes que vous allez rechercher et quelles sont les questions que vous posez habituellement à vos patients, en dehors de la consistance et de l'odeur de leur sel? Oui, j'ai toujours effectivement ma petite série de questions très glamour sur les sels. Après, c'est déjà depuis quand c'est là, comment c'est arrivé, suite à quoi. Parce que c'est vrai que c'est important de s'intéresser à l'historique. Et ensuite de regarder au niveau des symptômes. Donc les sels, les ballonnements, est-ce qu'ils arrivent rapidement après le repas, plutôt tardivement? Est-ce qu'il y a des aliments qui semblent en occasionner davantage? On peut aussi avoir des signes extra-digestifs qui peuvent être liés, comme une perte de poids inhabituelle, comme une fatigue chronique bien souvent, ou comme des carences chroniques, notamment je pense aux carences en fer. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être forcément carencée en fer toute sa vie. Il y a peut-être des causes derrière. Voilà, à rechercher et si besoin à complémenter. Alors pour faire simple, on pourrait distinguer deux grands types de dysfonctionnement intestinal, le syndrome du côlon irritable ou le syndrome de l'intestin irritable, le S2I, je ne sais pas comment on dit, SII ou comment vous prononcez S2I. Hein. Tout le monde en a déjà entendu parler, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Et le SIBO, dont on commence à parler de plus en plus, c'est une pullulation de mauvaises bactéries, non pas dans le côlon, mais au niveau de l'intestin grêle. Alors faire un petit rappel, estomac, intestin grêle, côlon, rectum ensuite. Donc on va commencer par parler de ce fameux syndrome du côlon irritable. Alors c'est une maladie digestive bénigne, mais qui est bien réelle. Hein. Elle n'a rien de symptomatique, enfin en tout cas de psychosomatique. Oui, on est sur des chiffres entre 5 et 10%. Ça dépend aussi, on va dire, des critères qu'on utilise pour le diagnostic qui en fonction, qui peuvent un petit peu différer. Mais effectivement, 10% de la population mondiale, c'est à peu près les chiffres qui sont donnés dans la littérature scientifique. Ouais. Et les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes? Alors on a des femmes c'est une réalité aussi 2 à 3 fois plus touchées que les hommes. Ça, on le voit clairement en consultation. On voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est clair. Alors, comment on l'explique? Bon, je parlais de causes hormonales tout à l'heure, mais ça, c'est une réalité ou il y a encore d'autres causes? Les causes peuvent être multiples. Chez la femme, bien sûr, il y a l'histoire hormonale parce que, effectivement, ce qui nous différencie aussi, c'est nos hormones, donc les oestrogènes, la progestérone chez la femme. Donc, il y a des causes hormonales qui semblent être clairement impliquées dans ces problématiques digestives. Après, on peut aussi se poser des questions. Est-ce que les femmes aussi seraient potentiellement soumises à plus de stress? Et ça pourrait du coup avoir un impact plus important sur leur qualité de vie. Oui. Alors, sur quels critères on peut poser le diagnostic d'un syndrome du côlon irritable, d'un S2I? Alors, les critères diagnostiques, alors déjà, le syndrome intestin irritable, c'est un diagnostic dit d'exclusion. C'est-à-dire qu'on a exclu les autres pathologies. On a par exemple fait une coloscopie. On a dit, monsieur, madame, vous n'avez pas de maladie chronique inflammatoire intestinale, pas de Crohn, pas de RCH. Il n'y a pas de cancer. Ouais. Exactement, on n'a rien vu, donc vos troubles, ce n'est pas organique, c'est fonctionnel. Donc c'est un diagnostic d'exclusion, on utilise ce qu'on appelle des critères de Rome. Aujourd'hui, on est sur les critères de Rome 4. Et en fait, on dit que la personne a un syndrome d'intestin irritable, il y a une notion qu'il faut qu'il y ait une présence de douleur qui soit associée à un changement dans la fréquence ou la consistance des selles. Et quels sont les principaux facteurs de risque aussi? Donc, être une femme, ça on l'a compris. Ouais. Il y a le sexe, l'âge. Ouais, l'âge aussi. Oui, et puis ensuite... Plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir des troubles digestifs? C'est plutôt chez les moins de 50 ans. Ouais. On voit apparaître ça chez les moins de 50 ans plutôt. Après, je pense que tu es d'accord avec moi, Sabrina, sur tout ce qui est problématique, chirurgie digestive. Des personnes qui ont eu des chirurgies digestives sont plus à risque aussi d'avoir un syndrome intestin irritable ou les causes infectieuses aussi. Ouais. L'endométriose peut aussi jouer. Et puis l'hypothyroïdie qu'on va retrouver. Qui va ralentir toute la digestion. La digestion. Qui rend la digestion moins efficace et qui ralentit effectivement le transit. Et l'hypothyroïdie qui va être un peu plus présente chez les femmes que chez les hommes. On en revient encore à cette histoire de sexe. C'est l'égalité entre les sexes. C'est toujours en notre défaveur. Hein. Et ça, on peut l'objectiver aujourd'hui par des analyses de sel. Oui,
ça va dépendre des laboratoires, on va dire, mais il existe, oui, des tests d'analyse du microbiote qui vont analyser en fait l'aspect génétique. Donc, ils vont aller rechercher l'ADN des bactéries que l'on a dans l'intestin, donc surtout dans le gros intestin. C'est quand même plutôt... Donc, on peut voir où se situent les déséquilibres, qu'est-ce qui dysfonctionne et après pouvoir traiter de façon adéquate. Alors, parmi les autres mécanismes qui peuvent entrer en jeu dans l'apparition d'un syndrome du côlon irritable, on a parlé de l'hypothyroïdie. Il y a également l'altération de l'axe intestin-cerveau, le nerf vague, qui va aussi ralentir ce fameux péristaltisme intestinal. Et nous nous sommes rendus dans le cabinet de Raphaël Benali, qui est ostéopathe à Neuilly-sur-Seine et qui va nous expliquer comment on peut stimuler ce fameux nerf vague par certaines manipulations très précises. C'est un reportage de Maxime Ray. Nous, en inspiration, donc on va d'abord tester, voir comment bouge la première vertèbre. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long dans le corps. Il part donc du crâne, il sort donc par la carotide, descend le long du médiastin et va finir au niveau de l'abdomen. Il va s'occuper en fait de l'innervation sensitive et motrice des organes de la sphère cardio-pulmonaire et des organes de la sphère digestive. Comme il s'occupe de l'innervation de plusieurs organes digestifs, s'il y a une irritabilité du nerf, il va altérer son fonctionnement et donc altérer après le fonctionnement des organes. On relâche bien l'épaule. Super. Pour stimuler le nerf vague, soit on peut traiter au niveau des cervicales, soit traiter après au niveau viscéral en stimulant en fait le nerf vague par le biais des intestins notamment. On peut venir tracter comme ça pour tirer sur les restrictions de mobilité qu'on peut sentir, les tensions en fait qu'il y a au niveau des organes. Travailler justement les adhérences liées à une opération post-césarienne ou post-appendicite, ça va permettre aux organes de pouvoir mieux bouger, une meilleure mobilité et donc de favoriser la digestion. Dans le cas où le nerf vague a besoin d'être stimulé et que des points de conflit ont été retrouvés au niveau des tests sur le trajet du nerf vague, l'ostéopathie a toute son importance là-dedans, puisque c'est l'ostéopathe qui va pouvoir traiter justement ces points de conflit pour après diminuer les tensions sur le nerf et donc améliorer son fonctionnement. Voilà, donc le nerf vague, très important aussi dans ces problèmes de syndrome de côlon irritable, parce que c'est lui qui va permettre d'avoir un bon péristaltisme, une bonne motilité intestinale. En dehors d'ostéopathie, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour stimuler ce fameux nerf vague, Sabrina ? Oui, complètement, oui. On peut déjà, je dirais, l'activer nous-mêmes. Alors en fait, il passe assez proche des cordes vocales, donc le gargarisme, le chant peuvent déjà être des moyens qui peuvent être faits au quotidien. Donc chanter sous sa douche peut être un moyen de stimuler son nerf vague. Après, digestion, il y a des exercices de respiration comme la respiration en cohérence cardiaque ou les respirations de modèle Wim Hof. En cohérence cardiaque, je rappelle, on inspire sur 5 temps, on bloque sa respiration et après on expire. Et on souffle sur 5 temps. Et on peut faire ça plusieurs fois. Tout ça, ça marche super bien. L'idéal, effectivement, c'est de le faire quotidiennement d'une part, et soit 3 fois 5 minutes par jour, soit 2 fois 10 minutes, soit 1 fois 20 minutes. Donc voilà, c'est pas juste en faisant une respiration de temps en temps que waouh, ça va être formidable. De façon régulière, s'étirer aussi, ça c'est bon pour le nerf vague. S'étirer, il y a le yoga aussi peut vraiment aider à aller stimuler le nerf vague. Et si vraiment on s'aperçoit que ça ne marche pas suffisamment, il existe des petits appareils de stimulation en fait du nerf vague. Ça va se faire dans l'oreille. En fait, c'est l'électrostimulation qui se fait transcutanée. Donc c'est une petite électrode qui va se mettre dans l'oreille et qui va venir donc donner des petites impulsions. Alors c'est pas du tout désagréable. Il y a une altération importante du nerf vague. C'est surtout le stress qui va altérer le fonctionnement du nerf vague. Oui. Alors, en cas de syndrome de côlon irritable, on retrouve aussi très souvent des symptômes extra-digestifs. Ce n'est pas que digestifs qui peuvent nous mettre sur la voie. Oui, alors souvent, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec premier symptôme de la fatigue chronique. Celui-là, il est quasiment chez tout le monde. On peut avoir aussi un brouillard cérébral, difficulté à réfléchir, à se concentrer ou un peu perte de mémoire. Des carences régulières aussi et perte de poids. Parce que quand on a des soucis justement digestifs, on a aussi des problèmes, on mange moins. Il peut y avoir des problèmes d'absorption et donc, du coup, forcément une perte de poids. Alors, quelques mots peut-être sur la prise en charge. Évidemment, ce sont des traitements que vous allez
personnalisé en fonction des causes. Il n'y a pas de traitement universel. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à identifier là où les causes et de pouvoir agir dessus dans la mesure du possible, essayer de les supprimer pour pouvoir avoir un résultat durable. Et en parallèle, soulager les symptômes des patients par les moyens les plus naturels possibles. Hein. Et ça peut prendre du temps, ça. Oui, bien évidemment. C'est vrai que c'est très personnalisé, c'est compliqué d'avoir un protocole. Il n'y a pas de protocole magique qui va fonctionner chez tout le monde. Il faut essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Et on a différents axes sur lesquels on peut agir. En fait, alors, le premier axe, c'est bien sûr l'alimentation. Essayer de voir justement comment se mange la personne. Déjà, essayer de lui rééquilibrer l'alimentation et surtout l'adapter à ses troubles. Voilà, par exemple, des fois, il faudra retirer temporairement ce qu'on appelle les FODMAPs, des sucres fermentés cibles, qui vont provoquer des désordres aux personnes. Mais des fois, c'est d'autres aliments qui peuvent poser problème. Des aliments, par exemple, qui contiennent de l'histamine. Donc c'est une molécule dont on connaît beaucoup des liens avec l'allergie. Mais on en trouve aussi dans l'alimentation. Et certains sont sensibles, par exemple, à l'histamine, qui peut leur provoquer des troubles intestinaux. Après, au-delà de l'alimentation, bien évidemment, il y a toute l'hygiène de vie. Voilà, bouger, faire du sport, activer son nerf vague, c'est aussi des choses qui sont importantes à faire. Essayer de manger dans le calme, mastiquer. Parce que ça, on l'oublie des fois, on s'attache à d'autres choses et on oublie d'urgence, mais mangez déjà bien, mastiquez bien, parce que sinon votre digestion ne sera pas bien derrière. Bien sûr. Et puis après, il y a des antimicrobiens naturels qu'on peut donner pour assainir un peu ce microbiote. Se sont développées beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup de mauvaises bactéries, et qui empêchent les bonnes bactéries de se développer. Mais ça, voilà, là, il faut aller vraiment consulter des spécialistes comme vous. Mais en tout cas, le message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des choses. Voilà, il y a vraiment des traitements en micronutrition qui peuvent aider à soulager ces patients. Petit focus sur les probiotiques. Qui n'a jamais pris de probiotiques, hein? C'est vrai que les rayons de pharmacie en regorgent. Alors, comment ça marche? Quelle est leur place dans la prise en charge des troubles digestifs? Notre reporter Pierre Emco est allé mener l'enquête auprès d'un pharmacien parisien et d'un chercheur de l'INRA. Regardez. Les probiotiques, ce sont des médicaments qu'on apporte à l'organisme humain quand il y a une déficience dans l'organisme, que cette déficience soit due à une maladie, à un problème d'immunité ou à la prise d'antibiotiques qui modifient ce qu'on appelle la flore intestinale ou le microbiote, qui est l'ensemble des bactéries, des virus, des cellules et des champignons qu'on a naturellement dans l'organisme et qui concourent à un bon fonctionnement de l'organisme en général. Ces probiotiques aujourd'hui sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique, ils sont mis en gélules, en solution, et donc un laboratoire peut être intéressant dans une indication intestinale, dans du confort intestinal, dans une maladie chronique intestinale, et en fonction de la qualité des études, le pharmacien sélectionne ou pas un produit. On choisit un probiotique, bien sûr en fonction du nombre de milliards de probiotiques qui existent dans une gélule. Voilà. Et donc, ce nombre de milliards dépend du processus de fabrication qui est tout à fait secret pour chaque laboratoire. Les laboratoires choisissent leurs souches aussi en fonction des études qui ont été faites dans telle ou telle indication. Et alors après, il y a un savant mélange entre l'indication et le nombre de souches qu'il doit y avoir en quantité dans une gélule pendant un certain nombre de jours. Leur efficacité, elle est tout à fait prouvée et reconnue puisqu'on apporte des éléments qui sont déficients dans l'organisme, on complète, on répare un manque de microbiote, d'éléments. Donc à partir de ce moment-là, vous apportez quelque chose qui manque, vous reconstituez une flore et donc l'organisme retravaille normalement. Alors Christian, dans votre pratique quotidienne, comment vous utilisez-vous les probiotiques? Sur quels critères vous allez les choisir? Parce qu'en fait, c'est assez complexe, hein, cette histoire de probiotiques. Il faut trouver la souche qui va correspondre à votre problématique. On les donne pas par hasard. Alors c'est ça, c'est vrai que sur les probiotiques, il faut faire attention parce que bien que ce soit des bonnes bactéries, hein, c'est pas des choses qui sont dangereuses, mais ça peut des fois augmenter les troubles des personnes lorsqu'ils sont entre guillemets pas bien choisis, c'est-à-dire pas bien en fonction de la problématique de la personne, en fonction de ses symptômes. Donc c'est important de les choisir en tout état de conscience et en sachant sur quoi on veut agir. Par exemple, est-ce qu'on veut utiliser un probiotique pour agir plutôt sur les douleurs, sur le transit? Vous avez des probiotiques qui aident à ce que les personnes soient moins constipées. Est-ce qu'on veut choisir un probiotique plutôt pour agir sur la perméabilité intestinale, par exemple? Est-ce qu'on choisit tel probiotique parce que on sait, on a fait une analyse du microbiote, on sait que la personne, par exemple, manque de bifido et de lactobacilles. Alors des fois, c'est là où c'est intéressant. On ne va pas forcément, de manière intuitive, si on voit sur l'analyse microbiote quelqu'un qui manque de bifidobactéries, on a tout de suite envie de lui mettre des bifidobactéries. Mais en fait, on ne va pas forcément faire ça parce qu'il faut savoir que les probiotiques, quand on les donne, si on arrête de les prendre, ils disparaissent, ils ne s'installent pas dans le microbiote. Donc des fois, on peut utiliser... on ne prend pas un probiotique, ce n'est pas une souche qui va venir s'implanter dans son microbiote. Hein. C'est un message important à faire passer. Oui, c'est important. Et des fois, on peut utiliser du coup d'autres souches qui n'ont rien à voir avec la souche qui manquait. Par exemple, vous manquez de bifidobactéries, vous pouvez prendre
je donne au hasard un Bacillus coagulans. On sait que cette bactérie-là aide à augmenter les bifidobactéries. Et donc, du coup, vous pouvez prendre un probiotique qui n'a rien à voir avec la bactérie qui manque, mais vous allez augmenter naturellement dans votre microbiote les bactéries qui manquent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les choisir précisément et surtout de choisir les souches dont il y a des études et dont on a vraiment prouvé qu'elles avaient un effet bénéfique. Alors, des études récentes ont également montré que chez 49% à peu près des personnes qui souffrent d'un syndrome du côlon irritable, eh bien, il y aurait également un SIBO. Donc, ce SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Mon accent anglais est complètement pourri, mais en gros, en français, ça veut dire qu'il y a une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, donc qui se trouve entre l'estomac et le côlon. Et enfin, on s'intéresse à cet intestin grêle qui peut aussi dysfonctionner, parce qu'on parlait que du côlon, mais c'est vrai que le grêle était un peu oublié dans l'histoire. Disons que le côlon, c'est quand même là où se trouve la plus grande quantité de bactéries. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, on s'est intéressé au côlon. L'intestin grêle était plutôt une zone d'absorption et de digestion et non pas de fermentation. Et c'est là où est le problème, c'est que quand on commence à avoir des bactéries qui se surdéveloppent dans le grêle, ça pose problème justement parce que ballonnement. Alors, pas les bonnes bactéries, parce qu'il y en a quand même, on n'est pas sur, pas sur une zone vierge. Il y en a un peu, mais ce n'est pas les bonnes bactéries. Voilà. Alors, comment on fait la différence avec un syndrome du côlon irritable ? Alors, pour moi, le SIBO est un type de syndrome de l'intestin irritable, clairement. La différence, en fait, pour orienter vers le SIBO, déjà, c'est en écoutant les symptômes. C'est souvent des ballonnements qui vont arriver assez rapidement après le repas, donc je dirais dans les 30 minutes, voire quasi instantanés, à moins de 2 heures après. Des ballonnements qui vont augmenter au fur et à mesure de la journée. J'ai beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir un ventre de femme enceinte. C'est aussi des symptômes qui vont augmenter chez les personnes qui vont avoir une alimentation hyper saine avec beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, qui vont augmenter quand on prend des probiotiques, notamment quand on ne choisit pas les bonnes souches, ou qui vont s'améliorer quand on a un traitement antibiotique. Les patients qui vous disent « Ah, ça va beaucoup mieux mes ballonnements quand je prends des antibiotiques », vous pouvez vous dire « Ah, il y a peut-être un problème au niveau de l'intestin grêle ». Quelles sont les causes à rechercher en cas de SIBO ? Les causes, il peut y en avoir énormément. Donc, une des premières causes, je dirais, c'est de faire suite à une intoxication alimentaire. Souvent, ça vient créer ça. La prise de certains médicaments, donc des antibiotiques, soit un peu trop forts, soit trop large spectre ou pris trop longtemps. La prise d'IPP, donc d'inhibiteurs de pompe à protons, quelque chose qu'on prend souvent quand on a des gastrites, pris sur le long terme, peuvent aussi déclencher des SIBO. On peut avoir aussi ça peut faire suite à des opérations donc du ventre, des césariennes et autres, où on va avoir des adhérences qui se créent. Et ça peut aussi être déclenché, par exemple, suite à une hypothyroïdie qui ne va pas être diagnostiquée à temps et qui va continuer dans le temps. Donc cette hypothyroïdie va vraiment ralentir toute la digestion, va faire que la digestion va être moins efficace. Et petit à petit, cette digestion moins efficace en haut va se traduire par des pullulations de bactéries un peu plus bas. Alors, Christian, aujourd'hui, il y a des tests qui permettent de faire un diagnostic de SIBO à l'hôpital ou à domicile, à condition, bien sûr, de respecter certaines consignes. Sinon, on a des faux positifs ou des faux négatifs. Exactement. On a des tests donc, du coup, qui nous permettent de détecter justement ces problématiques de SIBO, qui sont ces tests respiratoires où en fait, on avale tout simplement un substrat, c'est soit du glucose ou du lactulose. Et donc, le principe de ce test est tout simple. Vous faites avaler un sucre. Ce sucre va être fermenté par les bactéries. Et si vous avez des bactéries qui sont entre guillemets, là où il ne faut pas trop dans l'intestin grêle, on verra des augmentations en fait, de gaz très rapidement dans les tests. Et là, on peut se dire, d'accord, donc il y a une augmentation d'hydrogène dans l'intestin grêle, il y a sûrement une problématique d'excès de bactéries. Un grand merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette pathologie dont on commence à parler de plus en plus. Donc, syndrome du côlon irritable, SIBO, vous n'êtes pas seul en tout cas à souffrir de troubles digestifs. Il peut y avoir d'autres causes que le stress, je pense que ça, vous l'avez bien compris. Certains ont pris le parti de vivre avec, et c'est dommage parce que vous nous l'avez dit, il existe des solutions pour soulager ces troubles qui peuvent avoir un impact non négligeable sur notre qualité de vie, notre humeur et notre état de santé au-delà de la sphère digestive. Et ne pas hésiter à se faire aider par des spécialistes de la santé digestive une fois qu'on aura éliminé évidemment une pathologie sous-jacente. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous.
Groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.